RFI, il est 17h à Paris, 11h à Washington. Le journal en français facile. Juliette Pietraszewski. À la une de ce journal, les États-Unis se préparent en cette veille de présidentielle. Au-delà du face-à-face entre Harris et Trump, c'est la sécurité qui préoccupe certains États. C'est le cas en Arizona, où les manifestants pro-Trump en 2020 font craindre de nouveaux débordements aux autorités. En France, 4 ans après l'assassinat de Samuel Paty, un procès et 8 accusés. Ils sont soupçonnés d'avoir contribué à la campagne de haine ayant conduit à la mort du professeur. En Espagne, la colère après les inondations meurtrières. La gestion de cette crise par les autorités est très critiquée, vous l'entendrez. Et puis Quincy Jones, la légende de la musique américaine, est mort à l'âge de 91 ans. J-1 avant la présidentielle américaine, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump vivent leurs dernières heures de campagne. L'un d'entre eux sera donc le prochain président des États-Unis. Et pour l'heure, cette élection est annoncée comme la plus serrée de l'histoire du pays. En attendant, des mesures de sécurité sans précédent entourent le scrutin. Plusieurs États ont renforcé leur personnel de police et équipé les bureaux de vote en cas de violence. C'est le cas en Arizona. En 2020, des centaines de manifestants pro-Trump s'étaient rassemblés devant les centres électoraux. La police immobilise désormais plus de 200 agents et prévoit des vols de drones pour prévenir les troubles à l'ordre public. Ces dernières semaines ont fait craindre aux autorités un scénario similaire à celui de 2020, alors que des incidents multiples ont été rapportés. Des tirs contre une permanence du Parti démocrate sans victime, une boîte pour bulletins de vote brûlés mais sans motif politique apparent, et puis quelques agressions verbales comme celle dont a été victime Marie, une employée locale dans le comté de Maricopa. Un homme s'est dirigé vers les escaliers du centre de vote. Il a levé le poing en l'air plusieurs fois en hurlant « Trump 2024 ». Il s'est ensuite mis à nous hurler dessus en nous insultant. Oui, beaucoup d'insultes contre moi, des putains et autres. Il nous a dit qu'on serait désolé le jour où Trump serait élu parce qu'on serait capturé avec les migrants illégaux, qu'on était des communistes, des fascistes. Ensuite, j'allais pour rapprocher mon camion pour ramasser nos affaires quand, au lieu de partir, il est revenu vers moi en voiture pour me hurler à nouveau dessus. On ne faisait rien d'autre que de donner aux électeurs les informations dont ils avaient besoin pour voter. Le bulletin est énorme cette année en Arizona, 4 pages entières. C'est le plus important que j'ai jamais vu dans notre pays. Des propos recueillis par Abla Jounaidi en Arizona. Au Proche-Orient, en pleine guerre à Gaza, alors que le ministère de la Santé du Hamas dénombre plus de 43 000 morts sur le territoire palestinien depuis octobre 2023. Aujourd'hui, Israël a informé officiellement l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, de l'interdiction de son agence pour les réfugiés palestiniens sur son sol. Cette décision intervient une semaine après un vote au Parlement israélien pour interdire les activités en Israël de l'agence onusienne. L'UNRWA, c'est comme ça qu'on l'appelle, est considérée comme la colonne vertébrale de l'aide aux réfugiés dans les territoires occupés. Selon le responsable de l'agence, le nombre moyen quotidien de camions autorisés à entrer dans Gaza est tombé à 30 ce mois-ci. Cela ne suffit pas pour répondre aux besoins de plus de 2 millions de personnes, dont beaucoup sont affamées et malades, a-t-il déclaré. RFI, il est 17h04 à Paris. 4 ans après l'assassinat du professeur Samuel Paty, la cour d'assises spéciale va juger 8 personnes, des personnes accusées d'avoir contribué à la campagne de haine qui a conduit à la mort du professeur. Alors qui sont-ils ? On y revient avec Frédéric Genoux. 2 d'entre eux sont des amis du tueur. Ils sont accusés de complicité d'assassinat terroriste. Ils ont notamment accompagné Abdullah Anzorov dans une coutellerie de Rouen la veille de l'attentat. C'est pour cela que leur implication est plus grave que celle des autres accusés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Les autres accusés doivent répondre d'association de malfaiteurs terroristes et risquent jusqu'à 30 ans de prison. Brahim Chnina est le père d'une collégienne de 13 ans qui a menti. Elle était absente au cours de Samuel Paty.
Elle a raconté que le professeur avait demandé aux élèves musulmans de quitter la classe, ce qui est faux. C'est en relayant la version de sa fille sur les réseaux sociaux que Brahim Chnina a attiré l'attention d'Abdelhakim Sefrioui, un militant islamiste qui l'a accompagné devant le collège, a tourné une vidéo qui a ensuite largement circulé. Seront également jugées 3 autres personnes qui appartenaient à des groupes Snapchat gravitant autour de l'assassin et une femme militante radicale qui aurait conforté Abdullah Anzorov dans son projet, même si elle n'en connaissait pas la nature. Les mineurs qui avaient notamment guidé l'assassin en lui désignant Samuel Paty ont été jugés, eux, l'an dernier. Ils ont été condamnés à des peines allant de 14 mois avec sursis à 6 mois de prison ferme. En Espagne, après les inondations spectaculaires et près de 200 victimes la semaine dernière, les secouristes de la région de Valence sont toujours à la recherche de disparus. La tension dans les zones sinistrées s'est fait sentir à l'occasion de la visite ce week-end du roi et du Premier ministre espagnol. Plus globalement, la gestion et la réponse des autorités face à cet événement sont très critiquées. C'est ce que souligne François Gémen, professeur à HEC, directeur du programme scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, spécialiste des questions de sécurité climatique. La population a besoin de pouvoir identifier qui est responsable de la catastrophe. Et en l'occurrence, il y a eu à l'évidence toute une série de dysfonctionnements politiques. Tout au cours de la journée, les autorités vont refuser d'interrompre la vie économique, vont penser que l'orage va s'éloigner et on voit malheureusement les conséquences catastrophiques de ce retard à prévenir les gens. Et donc, évidemment, il y a eu une colère de la population qui se rend compte il y a beaucoup de vies humaines qui auraient pu être sauvées. Des propos recueillis par Simon Rosé. Au Japon, prendre son vélo avec un téléphone ou en état d'ébriété va vous coûter cher. Les autorités serrent la vis contre une forme de délinquance routière qui fait de plus en plus de victimes dans l'archipel. Désormais, des amendes de plusieurs centaines de milliers de yens, de plusieurs milliers d'euros, c'est-à-dire, et même des peines de prison sont prévues. 3 ans pour conduite en état d'ivresse, 6 mois à 1 an pour avoir téléphoné ou envoyé un SMS alors qu'il roulait. Que pensent les Japonais de ce durcissement du code de la route ? Réponse avec Bruno Duval. Au Japon, l'an dernier, 72 000 accidents de la route ont été causés par des cyclistes, près de 200 par jour donc. Et chaque année, plusieurs centaines de ces accidents sont dus à des cyclistes distraits, comme le code de la route les dénomme désormais, des cyclistes ivres-morts ou pendus à leur téléphone. Pour autant, faut-il envoyer en prison ces fous du guidon, comme on parle de fous du volant ? Oui, répondent la plupart de ces tokéites, mais pas tous. Le problème, ce sont les coursiers et les livreurs à domicile, car on leur impose des cadences infernales. Donc ils roulent comme des fous et ils sont tout le temps sur Google Maps. Les sanctionner, oui, mais il faudrait surtout humaniser leurs conditions de travail. En prison pour un texto, même si on n'a pas causé d'accident, c'est totalement exagéré. Tous ces cyclistes distraits, comme on dit, égoïstes et même inciviques, en fait, ils me font vraiment peur. C'est très bien. En fin de soirée, dans les quartiers de bureau, on croisera moins de cyclistes en costume cravate, ivres, qui zigzaguent à vélo. La culture d'entreprise nippone impose aux salariés, après leur journée de travail, d'aller socialiser dans les bars entre collègues, jusque tard le soir. Et lors de ces agapes, la consommation de boissons non alcoolisées est souvent assez mal vue. Bruno Duval, Tokyo. RFI. Et puis la légende de la musique américaine, Quincy Jones, est mort ce lundi à l'âge de 91 ans. La liste de ses collaborations est infinie. Il a notamment jammé avec Ray Charles, dirigé Frank Sinatra et produit Michael Jackson. Quincy Jones a produit 3 de ses meilleurs albums, Off the Wall, Bad et surtout Thriller en 1982. L'album le plus vendu de toute l'histoire à plus de 100 millions d'exemplaires. En 1984, Quincy Jones avait également produit la chanson du collectif USA for Africa, We Are the World, qu'on écoute tout de suite. Voilà donc le collectif USA for Africa, We Are the World. On se quitte sur ces notes de musique.